va partir sur Chéniaud. Non, mais en général, c'est un petit peu comme avec Branco tout à l'heure, mais à un degré moindre. On me signale ces vidéos qui m'interpellent. En général, ça me fait chier d'aller les voir parce que j'ai pas que ça à foutre. Je passe beaucoup moins de temps que toi devant des vidéos, hein. Moi, je suis un vieux. Moi, je lis. Je suis plus dans les livres. Mais donc, quand on me les signale, je me dis, tiens, mais je vais quand même regarder. On sait jamais, c'est intéressant. En plus, moi, je suis pour qu'il y ait des débats. Mais le problème, c'est que ça, c'est jamais du débat. Ça ne tient jamais aux choses de fond qu'on peut se dire et où il y aurait vraiment quelque chose comme une conflictualité théorique ou politique intéressant, en tout cas un dissensus intéressant, c'est jamais ça. Donc je commence à regarder, je sens que déjà au bout de 4 minutes, je vois que le mec dit n'importe quoi sur ce que j'ai pu dire, déforme mes propos. Arrêtez de parler de mon mur raciste là derrière moi, mur tout blanc. Mais là, il a pas tort, c'est-à-dire que Bégodeau, il se fait toujours alpaguer par des mecs et il répond jamais au final. Ça, c'est un peu gênant pour les mecs, je pense. Mal, biaise. Par ailleurs, lui, il m'insulte un peu, je sais pas quoi, il dit que je suis mondain ou que sais-je. Bon, je sais pas ce qu'il connaît de ma vie. Bon, donc en général, j'arrête au bout de 7 minutes. Et donc, je ne pourrais pas te dire au bout du compte ce qu'il dit sur moi, puisque pour moi, de toute façon, il n'a pas créé les conditions, puis c'est un débat. Mais allons au fond des choses. Et le fond des choses, je l'ai traité dans des pages assez, je pense, industrieuses et précises de notre joie. C'était vers la fin, vers la page 250, où je reviens sur Kluskar. Et je pointe quelque chose qui, je crois, est à même d'expliquer l'évolution de Chéniaud tel que tu la décrivais, à savoir un fond autoritaire de ce marxisme-là. Voilà. Si on veut arriver à les... Alors là, je pense que pour le coup, je donnerais plutôt un point à Chéniaud, dans le sens où Bégodeau parle souvent de Kluskar et il n'a pas compris grand-chose, je pense, à Kluskar, il l'a pas vraiment lu. C'est un peu dommage. Parce que Bégodeau, c'est quand même quelqu'un d'assez fin. Je pense qu'il pourrait aller plus loin que de dire des banalités. Il est souvent là, ah oui, Kluskar, bon, doit quand même y avoir quelque chose d'intéressant, mais je sais pas trop. Au final, là, c'est ce qu'il dit, c'est autoritaire. Il se base sur pas grand-chose, je trouve, quand il parle de Kluskar. des choses un peu plus nobles, c'est-à-dire autre chose que, t'as vu la gueule de la veste de Chéniaud, en plus il a des lunettes, il est même pas bon. Et Bégodeau, il est mondain, je sais pas quoi, qui sort avec Sophie Lapix. Si on veut vraiment essayer d'être un tout petit peu haut de gamme dans cette affaire, je pense que c'est ça le ressort fondamental. Je pense que il y a un affect autoritaire au travail dans un certain marxisme. Je l'avais déjà identifié chez moi-même, je l'avais identifié chez mon père, je l'avais identifié chez pas mal de communistes que j'ai connus dans mon enfance. Il y a eu toujours une jonction entre un certain virilisme et une tradition communiste qui avait à voir avec un certain virilisme ouvrier, donc qui est intéressante à ce titre-là. Je pense que, tiens, Ouria Boutelja serait très intéressante là-dessus. Il y a un truc qui dit qui est pas forcément bête, c'est quand il parle d'autoritarisme. Alors je pense pas qu'il y ait d'autoritarisme chez Kluskar. Par contre, c'est vrai que chez les gens qui aiment Kluskar, là on retrouve tout un pan de gens qui seraient plutôt quand même dans la gauche autoritaire, un petit peu parfois qu'on appelle rouge-brune, mais qui sont pas forcément des rouges-bruns, mais dans le sens où, pour moi, le rouge-brun un peu originel, c'est Soral, quoi. Mais d'ailleurs, Soral reprend Kluskar. Enfin, il y a beaucoup de gens comme ça qui vont reprendre de Kluskar le fait que Kluskar parle de l'évolution de la société à partir des années 60. Il parle d'américanisation des choses, il parle du ludique, il parle de la drogue, du sexe, de choses comme ça. Sauf que chez Kluskar, il n'y a pas de condamnation. Il n'est pas là en train de dire le flipper c'est pas bien, le jean c'est pas bien, le sexe c'est pas bien. Il dit même plutôt le contraire. Mais par contre, il note que ces faits sociaux sont des faits qui sont parfaitement intégrés à l'ordre capitaliste et qu'au final, on ne peut pas voir dans ces faits sociaux une forme de révolution aboutie. Parce qu'à l'époque, ils se retrouvent parfois face à certains militants ou face à certains auteurs qui vont mettre en avant comme émancipation presque révolutionnaire des choses de ce type. Et donc Kluskar, il arrive en notant oui, bon, regardez ça, en fait, c'est juste le capitalisme, c'est l'évolution du capitalisme, et le capitalisme sait se montrer gentil quand il est en phase d'expansion. La phase d'expansion du capitalisme est toujours plus facile à vivre que la phase de crise du capitalisme. Aujourd'hui, on est en train de vivre une phase
de crise, une phase de plus en plus de crise, et on voit que la bourgeoisie devient de plus en plus réactionnaire. Et ce que dit Kluskar, c'est que les années 60-70, c'est pas du tout ça. Et forcément, on a l'impression d'avoir une avancée vers le socialisme, ce qui n'est pas forcément le cas en fait. On a des avancées qui sont réelles, qui sont des avancées au niveau des libertés individuelles, mais qu'il ne faudrait pas confondre avec une révolution communiste, mais il ne faudrait pas dire que le jeu est fait, quoi, en quelque sorte. Alors évidemment, il y a plein de gens qui ont très bien compris que le jeu n'était pas fait, mais je pense qu'à l'époque, sa critique s'entend, et que aujourd'hui, par contre, la critique de reprendre Kluskar en disant « oui, le ludique, la sexualité, la drogue, tout ça, c'est le capitalisme et c'est pas bien », ben c'est pas ce que dit Kluskar, et en plus de ça, c'est assez mal foutu parce qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette phase de libéralisation culturelle à outrance, mais on passe plutôt dans la phase où Zemmour est en train de monter, où Le Pen est en train de monter, et où dans tous les pays capitalistes du monde, au final, c'est plutôt la droite qui commence à reprendre le pouvoir, quoi. Donc, je vois ce que veut dire Pégodeau quand il parle de oui, il y a des autoritaires qui reprennent Kluskar, il dit pas comme ça, mais par contre, il faudrait pas croire que ce soit Kluskar l'autoritaire. On parle de la virilité ouvrière, tiens, bon, il y a des choses qui m'intéressent dans tout ça. Et je ne déteste pas le ressort viril de la culture ouvrière. Ça m'intéresse. Et puis c'est facile de ne pas mettre en avant des valeurs viriles quand on n'a pas besoin de se battre, quand on évolue dans des sphères où on n'a pas besoin de faire valoir sa force masculine, dans la mesure où on vit dans des espaces assez pacifiés, où il n'y a jamais de baston, et où les filles ne se briquent pas. Il n'y a pas de concurrence bastonneuse ou pugilistique autour des filles. Donc tout ça est intéressant. Ça, c'est assez fin et assez matérialiste quand il parle du fait que le virilisme est mis en avant, justement, quand on en a besoin. Et c'est pour ça aussi, je pense que il y a des travaux et des gens qui s'intéressent un petit peu à la violence des racisés dans les banlieues. C'est parce que c'est des gens qui ont au final rien pour s'exprimer. Et quand on n'a rien pour s'exprimer, ben on trouve aussi ces ressorts-là pour s'exprimer. Quand t'es un type qui a bac+8 et qui domine tout le corps social, t'as pas besoin d'être musclé pour trouver une meuf, t'as pas besoin d'être musclé et d'être agressif pour faire ta place, parce qu'en fait ta place est déjà faite. Et c'est vrai qu'à la fois chez le prolo de base blanc et chez le prolo ou le lumpen prolétariat, comme dirait Loïc, des banlieues, bah, y a ce rapport à la force et au sport qui est beaucoup plus important. Intéressant. En même temps, je pense qu'il y a un ressort autoritaire qui a fait que peu à peu, on oublie pratiquement les fondamentaux du marxisme et commence à apparaître à nu ce noyau autoritaire qui finit par présider à peu près tout. Donc c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu Chéniaud, j'avais regardé, c'est pas un truc sur moi, parce que ça encore une fois, je peux pas les regarder longtemps, mais... Moi ça me bute de m'imaginer que Bégodeau il regarde Chéniaud. Là je vois un commentaire qui est pas mal, c'est plutôt que le capitalisme qui serait gentil, c'est pas plutôt un autre rapport de force avec la gauche, mais aussi, c'est vrai que au niveau des années 60 et 70, il y a un rapport de force qui est issu de la Seconde Guerre mondiale qui est présent, c'est-à-dire que évidemment il y a le Parti communiste qui est puissant. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je crois, environ 40% de la population qui est ouvrière à l'après-guerre, ce qui est énorme. Et on a aussi l'accession à la classe moyenne d'une partie de la population et l'accession des enfants de ces gens-là, qui sont des prolétaires, à l'université. Et ça, c'est forcément quelque chose qui va faire que dans les sphères universitaires, dans les sphères qui pensent et qui dirigent une partie de la société, on a des gens qui sont beaucoup plus favorables au progrès social que quand, pour être dans la sphère dominante de la société, il faut faire une école qui coûte 10 000 balles par mois et qui est accessible, en gros, qu'à la bourgeoisie déjà en place, quoi. C'est pour ça que les mecs qui singent la virilité comme Benchensieger, Papacito, Rushdie sont insupportables, ils font de la vérité alors qu'ils n'en ont pas besoin. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que eux, ils sont dans la... ils voient quand même une chose, c'est qu'il y a une partie du prolétariat qui est sensible à ce discours-là. Et c'est ça qu'ils visent. Alors le problème, c'est que des fois, ils ont un discours qui est incohérent parce que il y a plein de prolétaires qui sont sensibles à ces questions un petit peu de rapport aux femmes, de rapport à la force, de choses comme ça. Mais par contre, ils sont très peu sensibles au libéralisme économique. Et les mecs, genre Rushdie,
ou Zemmour, ils arrivent en disant bah regardez, on est un peu à l'ancienne, on est viril, on est pour la force, mais on est aussi pour travailler jusqu'à 67 ans. Alors le gars qui est à l'usine, ça lui parle pas du tout en fait tout ça, et c'est pour ça que Zemmour a fait 7%. Et puis c'est pour ça qu'en fait des mecs comme Benchen-Sigar ou comme Rochedi, ils peuvent difficilement en fait peser plus qu'ils ne pèsent actuellement et avoir une vraie influence politique. Et au final, ils finissent toujours par se retrouver à prôner une éthique individuelle, parce que vu qu'il n'y a aucun débouché politique à leur truc, ils peuvent pas créer de puissance politique. Il a essayé, Papacito, ça n'a pas marché. Et donc à la fin, ça finit, oui, faites comme moi, venez aux États-Unis, vous verrez, on arrivera à faire plus de mailles là-bas, ou des fois, ils prônent un petit peu des trucs un peu comme les potiers, là. Oui, ayez une vie à l'ancienne, habillez-vous comme ça. Enfin, c'est assez individualiste tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu penses qu'ils ne pèseront jamais politiquement dans la classe populaire? Ben, si, mais je pense qu'avec leur discours libéral économique, ils pèsent beaucoup moins qu'une Le Pen, par exemple, qui a un discours... Alors, bien sûr, son discours n'est pas social, mais il paraît social. Et c'est ce qui compte pour les gens, c'est qu'on a l'impression que Le Pen... je veux dire Lopez... Que Le Pen, pèse... que Le Pen, elle a un discours plus social, et en même temps, il est plus social par rapport à Zemmour, qui est vraiment le mec le plus libéral de toute la sphère politique. Et du coup, Le Pen arrive beaucoup plus à peser dans ces sphères-là, quoi. C'était un échange qu'il avait avec un type qui est plutôt affilié à la droite, très souverainiste et assez dur, j'ai oublié son nom. Et ils avaient un échange tous les deux très fraternel. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il y a une jonction qui est en train de se faire. Bon, pourquoi pas? Moi, je ne vais pas jeter la pierre en disant, oh là là, maintenant il a des mauvaises fréquentations, moi je fais pas de morale. En revanche, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a une accointance entre eux. Et l'accointance, je pense qu'elle est virile. Je pense que c'est le virilisme. Et je disais dans Notre Joie, qui commençait par un portrait de quelqu'un d'extrême droite, qu'au bout du bout, c'était ça le problème. C'était ça le noyau de l'affaire, c'est toujours cette affaire masculine, quoi. Euh, c'est vraiment un ressort fondamental. Ouais, il parle de Rougeron là, et de Loïc, mais c'est vrai que cette histoire, en plus, que je trouve assez idéaliste, c'est-à-dire... Loïc, il est vraiment un peu dans le suivisme par rapport à Kluskar. Et c'est-à-dire qu'il essaie de faire comme le maître un peu. Et le Kluskar, il parle de toute cette période qui est dominée en gros par le Parti communiste et par les gaullistes. Et puis l'alliance, entre guillemets, l'alliance objective du Parti communiste et puis des résistants gaullistes dans la résistance contre le nazisme, quoi. Et aujourd'hui, il rejoint Rougeron qui est un gaulliste, qui se revendique gaulliste du moins, pour essayer de faire quelque chose. Mais je trouve ça assez drôle, quoi. C'est pas forcément parce que ça a marché dans les années 40-50 qu'aujourd'hui ça a c'est une certaine puissance politique, quoi. Parce que depuis lors, il y a une évolution quand même politique. Pour un marxiste, il faut quand même le voir. La puissance aujourd'hui, elle est quand même plus du côté de la France insoumise que du PCF. Et puis à droite, malheureusement, le gaullisme, ça n'existe plus. Il y a quasiment aucun gaulliste, même Dupont-Aignan qui se revendique gaulliste, est-ce qu'il est vraiment gaulliste? C'est pas dit, quoi. Puis en plus, il y a une accointance pas possible entre cette sphère un peu gaulliste, machin, Philippot, Dupont-Aignan, et puis tout ce qui est la sphère complotiste. Et on se perd vite, je pense, quand on essaie de faire ce genre d'alliance. Très psychologique, mais en même temps très politique. Bon. Et c'est aussi le cas chez nous, et je voyais bien qu'ils se parlaient. Il y a une rhétorique martiale chez eux, il y a un côté, on va unir nos troupes, nous, ils disent beaucoup de nous, mais sur un nous un peu soldatesque, quoi. Donc je pense que oui, chez nous. Bon, moi, si on faisait vraiment une psychologie de ce monsieur. Le côté martial, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que Chéniaud a ce côté-là. Et moi, j'ai connu pas mal de gens qui étaient au final à l'IHT, qui me racontaient comment ça se passait, et c'est très très codifié, c'est le truc très sévère, très rigide, et ça m'a toujours fait marrer. Ça, c'est vraiment une plaie dans le militantisme un peu de gauche souverainiste, ou des choses du style, c'est d'avoir une organisation qui est hyper hyper rigide,
Alors que quand il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin, il est acheté je sais pas combien de personnes, mais il n'y a pas 25 000 militants à gérer. Je veux dire, s'il y a quelques dizaines de militants par-ci par-là, il n'y a pas besoin d'avoir un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, un sous-sous-chef, et puis chacun donne des ordres à tout le monde. Enfin, je trouve ça ridicule. C'est pas le parti communiste de l'URSS où tu as des millions de personnes, et à la limite, tu comprends plus pourquoi ça finit par se rigidifier, parce que si on veut gérer le truc, on est obligé d'avoir des ordres qui se passent entre les échelons. Et d'ailleurs, à la fin, ça marchait quand même plus très très bien les ordres entre les échelons parce qu'il y avait beaucoup d'échelons. Mais dans un petit parti, je trouve que justement, il faudrait de la liberté pour plus ou moins chaque militant, quoi. Plutôt que de fliquer chaque militant en disant ah oui, bah t'as pas fait ça, tu penses pas exactement comme la ligne, tel jour il faut que tu sois là, que tu fasses ça. Enfin, je trouve ça assez bizarre, quoi. Qui n'est pas un mauvais book par ailleurs et qui est tout sauf bête. C'est quoi sa veste en fait? Tu disais habitus bourgeois, pas du tout. Hein. Tu sais, n'importe quel bourgeois te dirait une veste comme ça fait plouc. Hein. Donc, non, je crois pas. Je crois moi, je vois deux choses dans la veste. Je vois une façon quand même d'épouser, non pas un habitus de bourgeois, mais un habitus, en tout cas un ethos d'intellectuel. Je crois qu'il aime bien poser à l'intellectuel qui va dire des trucs et attention, j'ai tout lu, petit a, petit b, petit c. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je pense que lui est pas du tout littéraire comme moi. Donc, je vois bien là une espèce de posture intellectuelle que, bon, voilà. Qui est une posture d'autorité d'ailleurs. Je veux dire, je fais autorité par mes idées parce que je suis un intellectuel. Et la deuxième chose, c'est que ça fait monsieur, ça fait homme, une veste. C'est un attribut masculin. Moi, je pense que c'est plus ça, tu vois, la veste chez Chéniaud. C'est pas j'ai envie de faire comme les bourgeois, pas du tout. Ça, je pense qu'on peut lui faire crédit du fait que il a une authentique antipathie pour la classe bourgeoise. Mais bon, bah, tu vois, ça c'est intéressant. Si tu prends les choses par là, moi j'aurais envie de lui dire, Loïc, qu'est-ce qui va pas? La Bégodeau qui psychanalyse Loïc. virilité, faut qu'on en parle. Voilà. Et je crois savoir qu'il est fils de gendarme d'ailleurs. C'est intéressant tout ça. Ça ne le condamne pas. Moi, je suis petit-fils de gendarme. Ça ne le condamne Bégodeau aucunement. Stéphane Edouard. Oui. Ça ne le disqualifie pas. Ça n'entache pas son marxisme. Mais peut-être que c'est à même, tu vois, d'affûter le portrait psychopolitique qu'on est en train de faire de ce brave garçon. Bon, bah, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais là c'est intéressant aussi la fin. Il parle de la veste, mais il parle un peu de la stature que propose Chéniaud. Et c'est vrai que c'est aussi cette stature de l'intellectuel qui serait omniscient, mais je trouve qu'il s'est mis trop rapidement là-dedans. Parce qu'il faut pas se berner. Enfin, il est jeune, je veux dire, moi je le sais, je suis aussi assez jeune. T'as pas tout lu quand enfin, t'as jamais tout lu, mais je veux dire, si t'as moins de 30 ans, t'arrives pas en disant j'ai lu tous les philosophes, je connais tout, et puis voilà, faut me suivre, je suis le nouveau Lénine, quoi. C'est un peu ridicule comme truc. Et j'ai l'impression qu'il a toujours voulu épouser cette posture, comme si en prétendant l'être, il allait l'être, alors que ça se voit quand même que c'est pas si puissant que ça ce qu'il fait. Parce que bon, il pèse pas énormément au niveau politique, et puis en plus de ça, même au niveau conceptuel, des fois il est un peu en train de réinventer la roue, quoi. C'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est le genre de personne, tu regardes 10 vidéos, si tu regardes 100 de plus, t'auras rien appris de plus, quoi. Mais ouais, Chéniaud, moi je trouve, c'est un peu con, c'est que c'est un gars qui s'est enfermé, mais comme beaucoup, hein, qui s'est enfermé dans un truc, alors peut-être parce qu'il y a de l'argent aussi en jeu. Ça, je trouve ça potentiellement dangereux quand tu fais du YouTube politique ou des choses comme ça. Euh, Tu peux financer une asso, ça je trouve ça intéressant d'ailleurs. Tu fais financer une asso, des dons et tout, t'achètes du matériel, tu peux faire, je sais pas, des tracts, plein de trucs, tu payes un monteur, voilà. Mais quand tu commences à vivre de ça, eh ben tu t'obliges parfois à avoir une ligne. Alors si t'es vraiment hyper suivi, genre Usul il peut changer un peu de jour en jour. Je pense que ça le gêne pas. Et puis maintenant, en plus, il est payé par Mediapart, il doit être salarié. Donc il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que quand t'es Loïc Chéniaud, si demain Loïc Chéniaud, il dit les vaccins, faites-vous vacciner, les vaccins ça marche à fond et tout, il va perdre 10-20% de gens qui vont le suivre ou des trucs comme ça. Et c'est problématique. Parce que du coup, quand c'est pas un youtubeur politique qui soit un peu faux cul, on s'en fout. Mais quand c'est un youtubeur politique, je trouve ça très problématique parce que le gars s'empêche de dire certains trucs, quoi. Il doit choisir entre gagner de l'argent pour nourrir ses gosses et puis
et puis dire la vérité, quoi. Donc c'est toujours problématique. C'est ce que disait d'ailleurs Antoine dans sa dernière vidéo là, où il parlait de Vincent Lapierre. Vincent Lapierre, il a été super courageux parce que alors Vincent Lapierre, en plus, tu dois avoir un public gratiné, quoi. Quand tu commences à dire ouais bah en fait j'ai regardé le vaccin ça marche au public d'Alain Soral, bah, tu perds 50% de tes revenus, c'est l'enfer. Et du coup, non, mais moi, je vous dis pas qu'il est anti-vax, mais il est dans un milieu qui est le milieu un peu où tu vas avoir à la fois des marxistes-léninistes qui peuvent être bien formés, et puis tu vas avoir aussi des mecs qui vont être patriotes, souverainistes de gauche. On sait qu'il y a une incohérence quand même entre ces milieux-là et les complotistes. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. N'importe qui côtoie ces gens-là le sait. Du coup, il doit avoir un certain pourcentage de son audience qui est anti-vax, et même si lui ne l'est pas, s'il le dit qu'il l'est pas, et s'il appelle les gens à se faire vacciner, ben, il va y avoir des gars en commentaire qui vont dire « Ah ouais, Loïc, t'es vendu au capital, tu vois. » Enfin, c'est sûr et certain. Le truc aussi, ouais, quand je vous dis qu'il s'est enfermé, c'est que il a une posture qui est un peu bizarre, quoi. Il est tout seul maintenant. Bah si, maintenant il est avec Rougeron, mais à gauche, il est tout seul. Et au bout d'un moment, moi, c'est un truc que je me suis toujours dit depuis que j'ai commencé sur YouTube, c'est... moi, je suis critique envers beaucoup de gens à gauche. Mais quand tu commences à être plus critique envers la gauche qu'avec la droite et l'extrême droite, c'est problématique. Et en fait, c'est des types qui ont fait leur beurre en tapant sur les gauchistes, quoi. Bah, au bout d'un moment, quand tu fais ça et que tu fais que ça, tu te retrouves à être, pour le coup, en alliance objective avec les autres gars qui tapent sur les gauchistes, c'est-à-dire les gens de droite. Et tu dois faire un choix entre plus taper sur la droite ou plus taper sur les gauchistes. Je pense que si tu es de gauche, tu dois plus taper sur la droite. D'ailleurs, c'est ce que dit Lénine, il le précise bien hein, dans la maladie infantile du communisme. Il parle des gauchistes et puis il dit oui, mais il précise, c'est pas eux le principal problème. C'est un problème pour l'organisation communiste d'avoir des gens qui sont idéalistes, mais à la fois il dit bon bah c'est aussi une force parce que souvent c'est des gens jeunes qui s'ils sont idéalistes et tout, ça veut dire qu'ils y vont à fond et puis il y a un espoir aussi, donc il faut qu'on les forme. Mais le principal problème pour Lénine, c'est les sociochauvins. Donc c'est les gens de sociochauvins, c'est les rouges bruns, quoi. C'est les gens sociaux de droite, quoi. Le point commun entre les deux, c'est la centralité de l'État et de l'autorité, c'est ce qui les rassemble avec Paduring. Alors moi, mon avis sur l'État, l'autorité, je sais pas trop si vous le connaissez, je sais pas trop si j'en ai parlé tant que ça. Donc bon, je sais pas si je suis si proche que ça. Après, j'ai envie de dire, tout bon communiste devrait être pour le dépérissement de l'État, mais je dis juste ça. Hein. Bégodeau en parle juste après, quand il parle d'Onfray, le piège du bouquier, genre... et les droitards qui donnent plus d'argent. Ben c'est vrai qu'il y a plus de gens de droite. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube et que vous voulez gagner de l'argent, alors peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 2 ans, mais vous arrivez, vous faites le truc de random droitard à cracher sur les JW un peu les mecs américains qui existent quasiment pas en France et tout, à dire regardez c'est une honte, ils veulent changer le sexe de nos bébés, ben là vous allez avoir du public et là vous allez avoir des dons. Il y a plein de gars qui ont aucun talent, genre El Ryan, qui ont réussi quand même à avoir un certain nombre d'abonnés, à gagner de l'argent comme ça, quoi. Donc si El Ryan peut le faire, vous pouvez le faire. Je vois pas comment on peut être pour l'État et être internationaliste. Et après, c'est toujours aussi des questions... Je trouve qu'on pose des questions abstraites en posant des questions est-ce que vous êtes pour ou contre l'État ? Ça dépend quand, ça dépend où. Aujourd'hui, un discours qui veut un peu faire baisser l'État, ça peut très bien être un discours libéral. Et si vous êtes pas très très clair et que vous militez pour la déconstruction de l'État sous Macron, vous pouvez aussi faire le jeu du libéralisme. Et c'est un peu problématique. Alors évidemment, à terme, le dépérissement de l'État, c'est le but des marxistes. Mais ça dépend comment vous le faites, quoi. On n'est pas pour abolir l'État là maintenant d'un coup, quoi. C'est quand même pas une chose qui se fait de manière aussi facile.